L'Observatoire de Paris est né en 1667 de la volonté du jeune roi Louis XIV. Le roi Soleil prend alors sous contrat les meilleurs scientifiques de son temps pour mettre leur savoir au service du pouvoir. L'astronomie va faire progresser la cartographie et la navigation. Grâce au ciel, le monarque espère faire de nouvelles conquêtes sur la Terre. Aujourd'hui, c'est le plus vieil observatoire au monde encore en activité. En ouvrant les portes de cet observatoire historique, nous entrons dans l'âge des mesures. Mesures du temps, qui deviennent de plus en plus précises. Mesures de l'espace aussi, à l'occasion de l'arpentage de la France, de la Terre et du système solaire. C'est aussi à Paris qu'a été lancé un projet gigantesque, dresser la première carte photographique du ciel entier. C'est une entreprise qui a mobilisé des générations d'astronomes et qui trouve aujourd'hui son prolongement avec le satellite européen Gaïa, parti recenser plus d'1 milliard d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Caché au cœur de Paris, l'observatoire rassemble près de 250 astronomes venus du monde entier. Pascal, le tout premier instrument de l'Observatoire de Paris, c'est un peu paradoxal, il est un peu imaginaire, c'est une simple ligne. Cet observatoire est construit de façon parfaitement symétrique autour d'un axe imaginaire. Cet axe est l'axe médian de l'observatoire, on peut imaginer qu'il relie les deux pôles, du pôle nord au pôle sud. On appelle ça un méridien. Cette méridienne donne l'heure de référence de Paris et ce sera aussi le point de départ de la mesure de la Terre et de la cartographie de la France. Car la première mission des astronomes est d'améliorer la précision des cartes du royaume. C'est Gian Domenico Cassini, premier directeur de l'observatoire, qui voulut cette méridienne. Cassini était un grand astronome italien que Colbert a fait venir de Bologne. C'est le premier de la dynastie Cassini qui va diriger l'Observatoire de Paris de père en fils pendant plus d'1 siècle. C'est un temple de la découverte ici. Hein. C'est le mot juste. C'est vraiment comme un temple. Cette salle est tellement vaste. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Et... On a envie de parler doucement. Alors si elle est si grande, d'ailleurs, ouais. C'est pour accueillir cette ligne. La ligne méridienne dont on parlait voilà, le fameux tout à l'heure. Donc cette grande ligne qui s'étend sur toute la longueur de la salle qui fait près de 32 mètres et 11 mètres de haut. Alors si la salle est si grande et si élevée, c'est pour accueillir ce gnomon dans la façade sud par lequel le soleil va entrer lorsqu'il sera à midi. Donc on sera exactement à la verticale de cette ligne et l'image va se projeter quelque part le long de la ligne à une position qui va dépendre de l'époque de l'année. Voilà. On avait installé ici une horloge dans cette salle, à côté de la méridienne, de sorte que chaque fois qu'on notait l'image du soleil qui venait se découper exactement donc, sur le centre de cette ligne, on en profitait pour remettre notre horloge à l'heure, en lui remettant les aiguilles sur midi. L'Observatoire de Paris établit toujours l'heure officielle. C'est encore la fameuse horloge parlante qui égrène les heures, mais ce n'est plus grâce au soleil et à la Terre. Une horloge atomique a remplacé les astres. Pascal, quand l'Observatoire de Paris est fondé, j'imagine qu'une des premières choses que demande Louis XIV à ses astronomes, c'est de dresser la carte du royaume. Mais comment ils vont s'y prendre? Alors, pour dresser une carte, avant tout, avant d'en délimiter donc les frontières, il faut connaître la dimension de la Terre. Donc pour cela, la première des mesures, ça va être de mesurer la circonférence de la Terre. Donc c'est ce grand cercle qui passe par les deux pôles, le pôle nord et le pôle sud. C'est la ligne méridienne? C'est donc la ligne méridienne, en effet. Et ce cercle, donc, qui fait 360 degrés, évidemment, on ne peut pas mesurer ces 360 degrés en une seule fois. Donc l'astuce, c'est d'aller mesurer un seul degré de cette circonférence. C'est ce qui a été fait donc, par Picard en 1671 et il va choisir 1 degré donc, de méridien situé entre Sourdon qui est au sud d'Amiens et Malvoisine dans le Galtinais et le résultat de sa mesure va aboutir à estimer la longueur de ce degré de méridien à peu près 111 km. Il suffisait de multiplier par 360 pour avoir la circonférence terrestre. Quand on fait ce calcul, on obtient quelque chose comme 40 068 km, c'est-à-dire si on compare cette mesure à ce que l'on connaît maintenant de la circonférence terrestre, on s'aperçoit qu'on s'en écarte d'à peine 7 km.
Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On est fin du XVIIe siècle, mais on a déjà une précision qui est vraiment remarquable et donc une connaissance inégalée de la grandeur de la Terre à cette époque. D'ailleurs, à peu près un siècle plus tard, en 1795, la Convention va utiliser la mesure de la circonférence terrestre pour définir le mètre, que voici, et qui représente en fait la 10 000e partie du quart du méridien terrestre. Donc nous avons ici une représentation, une matérialisation de cette définition du mètre qui est basée sur la mesure de la circonférence terrestre. Pascal, comment nos astronomes s'y prennent pour arpenter la France? Alors, tout simplement avec un instrument de ce type-là. C'est un instrument qu'on voit qui est équipé de 2 lunettes posées à l'horizontale. Et on se trouve ici à l'observatoire. Donc, imaginons, avec l'une des lunettes, on va viser par exemple le Sacré-Cœur. Donc, on va l'amener. Voilà, à peu près. Et avec l'autre lunette, on va l'aligner de façon à viser un autre sommet qui est visible, par exemple le Panthéon. Un autre monument, oui. Un autre monument. Donc on aura, en lisant sur le cercle horizontal, on aura directement l'angle entre la direction Observatoire Sacré-Cœur et Observatoire Panthéon. On referait la même mesure au Panthéon, la même mesure ensuite au Sacré-Cœur. Ouais. On aura tous nos angles. Si l'on connaît l'un des côtés de ce triangle, par la trigonométrie, on connaîtra les autres côtés. De triangle en triangle, les astronomes géomètres du roi vont poursuivre leur campagne de mesure sur tout le territoire français. Du nord au sud, en suivant la ligne méridienne de Paris, puis d'est en ouest, pour enfin cartographier tout le royaume et le contour des côtes. La bien meilleure précision des mesures désormais obtenues va créer quelques surprises en bouleversant la carte de France. Pascal, là on est au cœur de l'œuvre de la dynastie des Cassini, hein, la cartographie de la France entière. Alors, ça commence avec le premier des Cassini qui au fond découvre un peu pour Colbert et Louis XIV la forme et la taille de la France. Et qui est présenté donc au roi en 1682 et qui le décevra en partie, parce qu'elle va aboutir en fait cette nouvelle cartographie à reculer en fait Brest plus vers l'est de à peu près 80 km, donc à diminuer en fait le territoire français tel qu'on le pensait, à tel point que le roi aura eu cette réflexion disant que les astronomes lui ont enlevé plus de territoire que ces guerres. Et ensuite, l'arpentage continue avec les générations suivantes? L'arpentage continue, donc avec la seconde génération, et puis surtout, le grand projet de la famille Cassini commence avec la 3e génération, le Cassini III, César-François Cassini de Thury, donc en 1752, qui est une cartographie, mais cette fois-ci non plus géométrique, mais géographique. Donc c'est un ensemble de 182 cartes, avec une description très précise des hameaux, des bourgs, des rivières. C'est à la fois très technique, très précis, et c'est une œuvre d'art en même temps. Ah oui, c'est une œuvre d'art. On a les couleurs qui rendent bien compte des forêts, des rivières, des villes, et surtout, très important, on a la mention de tous les noms. L'achèvement, c'est peu avant le début de la Révolution française, donc c'est 1786. Et les révolutionnaires se sont appuyés sur cette première description géographique pour constituer les départements. Mais Cassini ne fait pas que cartographier la France. La nuit venue, il observe les étoiles. Mais la mauvaise qualité technique des lentilles de l'époque oblige, pour avoir un plus fort grossissement, d'avoir des lunettes très longues, de près de 50 mètres. Un tube aussi long étant impossible à manipuler, l'astronome Christian Huygens met au point un système de lunettes sans tube qu'on appelait à l'époque des lunettes sans tuyau. Cassini, pour ses découvertes, utilisera l'invention de Huygens. Il s'agit d'aligner sur le même axe l'objet observé, la lentille et l'oculaire. Avec Nicolas Lesté-Lasserre et Suzanne Desbarbas, tous deux astronomes à l'Observatoire de Paris, nous allons simuler l'installation. Le tube serait beaucoup trop grand parce que le point focal de cette lentille se retrouve là au niveau de la cour, presque 50 mètres plus loin. D'accord, donc l'image se forme à 50 mètres d'ici. Tout à fait, oui. Et l'astronome, notre collègue l'astronome, est tout en bas avec son oculaire. Alors là, la difficulté, c'est d'orienter la lentille vers la planète.
Voilà, l'astronome là peut commencer à chercher l'image. Il faut qu'il soit exactement à la bonne distance focale et dans l'alignement parfait. Donc il faut une patience extrême pour réussir à se positionner comme ça. Nous avons la lentille de Cassini en haut de l'observatoire, ici son oculaire. Alors, il a une lunette à l'époque qui grossit des centaines de fois. Qu'est-ce qu'il observe avec cette lunette? Avec cette lunette, il va observer principalement les planètes et en particulier beaucoup Jupiter et Saturne. Voilà Saturne tel que Cassini a pu la voir au XVIIe siècle au travers de sa lunette sans tuyau. À partir de ces observations, il a mis en évidence l'existence de la division de ses anneaux et 4 de ses satellites. À cette époque, Saturne est un peu mystérieuse aussi parce qu'elle est entourée de son fameux anneau. L'anneau a été expliqué par Huygens en 1655 et Cassini, lui, va voir 2 zones dans l'anneau. Il va voir une zone argent mat, l'autre argent bruni. Ce sont ces 2 anneaux principaux, on pourrait dire. Ben oui, mais il ne les distingue pas. Il dit que la couleur est différente. D'accord. Et entre les deux? Entre les deux, Cassini va représenter une espèce de ligne que vous voyez là qu'il a mise en pointillé qui sépare les 2 zones. C'est ce qu'on appelle la division de Cassini. Parce qu'avec des objectifs plus puissants, avec des plus forts grossissements, on a vu qu'il y avait une séparation entre 2 zones. 3 siècles plus tard, la sonde Cassini s'est approchée au plus près de Saturne et a photographié ces milliers d'anneaux sous tous les angles. Ils s'étendent sur plus de 300 000 km de diamètre pour à peine 1 km d'épaisseur. Cette auréole est constituée de milliards de particules de glace et de poussière de toute taille, tournant autour de la planète géante. Leur trajectoire est perturbée par de minuscules satellites qui circulent à l'intérieur des anneaux et provoquent parfois d'immenses vagues de glace. Saturne possède une 60aine de satellites, un véritable petit système planétaire. Le plus grand d'entre eux, Titan, a reçu la visite d'un module spatial transporté par la sonde Cassini et baptisé Huygens, du nom de l'astronome hollandais qui a découvert ce satellite en 1655. Titan pourrait ressembler à la Terre, sauf qu'ici, ce n'est pas de l'eau qui coule, c'est du méthane. Avec une température au sol de moins 180 degrés, le gaz se liquéfie. Le méthane suit un cycle analogue au cycle de l'eau sur Terre. Il s'évapore, forme des nuages qui apportent de la pluie d'hydrocarbures. La sonde Cassini poursuit sa mission. Au cours de l'une de ses rondes autour de Saturne, elle a photographié la Terre et la Lune à 1,5 milliard de kilomètres de distance. Nous sommes là, sur ce minuscule point bleu. Voilà. Donc ici, nous rentrons dans la mémoire de l'observatoire. Au début du 19e siècle, les astronomes fouillent toujours le système solaire. Jusqu'à cette date, les planètes découvertes l'ont été par l'observation. La 8e planète va faire figure d'exception et ouvrir la voie à de nouvelles méthodes d'investigation. Ça, c'est un planétaire, c'est ça? Tout à fait. Mais c'est pas un instrument de recherche, un planétaire? C'est un outil qui remonte à 1830 environ, destiné à l'éducation des princes. Ah, c'est très beau. Et alors, on voit le Soleil au milieu, évidemment, les planètes qui se succèdent, les 5 premières planètes qu'on connaissait depuis l'Antiquité, mais il y a Uranus aussi, c'est ça? Absolument. Uranus a été découverte à peu près 50 ans auparavant, sauf que cette nouvelle venue, Uranus, échappe un petit peu à la prédiction des lois de la mécanique céleste. On s'aperçoit, au cours des décennies, qu'elle a un écart assez important dans le ciel avec sa position où elle devrait être. Elle accélère, elle freine, elle accélère, elle freine. Exactement. Et c'est ce qui a conduit l'astronome Le Verrier, qui a été directeur de l'observatoire, à établir l'hypothèse qu'une planète était située au-delà d'Uranus et était la cause de cette perturbation. Et c'est à partir de cette hypothèse que Le Verrier a travaillé sur ce que devait être cette planète, sa masse, sa distance. Je vais vous montrer quelque chose. Oui. Voici les 900 pages des calculs manuscrits de Le Verrier. Ah, c'est incroyable.
Donc en gros, si je vous suis bien, il utilise les observations d'Uranus, il regarde ses perturbations et il calcule où devrait être Neptune, c'est ça? Exactement. Enfin Neptune, qui a pas de nom d'ailleurs, c'est un corps perturbateur, c'est ça? C'est un corps perturbateur. De la quantité dont Uranus a été dévié de sa trajectoire, il déduit quelle doit être cette force attractive, à quelle distance et dans quelle direction dans l'espace. Et une fois que le calcul est terminé, Le Verrier câble à différents observatoires en Europe la direction où devrait se trouver la planète, et c'est l'observatoire de Berlin qui peut annoncer que la planète de Le Verrier a été découverte. Après la découverte de Neptune, le 24 décembre 1876, le système solaire est au complet. Thomas Wineman m'emmène découvrir un autre joyau de l'observatoire, sous la grande coupole qui surplombe le toit, la lunette Aragon. Inaugurée en 1850, cette lunette resta jusqu'au début du XXe siècle l'une des plus performantes d'Europe. J'imagine quelle aurait été la joie du premier des Cassini, 200 ans plus tôt, de pouvoir observer les satellites de Saturne avec cette lunette géante. Mais si on revient dans les années 1650, l'Observatoire de Paris qui découvre les planètes, c'est un nouveau monde qu'on explore. C'est la première fois qu'on peut voir la surface des planètes avec ces lunettes. Quel est leur état d'esprit à ce moment-là? On s'aperçoit que ce qui était le domaine du ciel, qui n'était que des points lumineux, deviennent finalement de nouvelles terres à explorer. On s'aperçoit qu'il y a des paysages, des climats, des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer au siècle précédent. Au XVIIIe siècle, on a des récits très détaillés, notamment la pluralité des mondes habités. On arrive à trouver des descriptions très précises de ce que doit être un habitant de la Lune, ce que doit être un habitant de Mars. On s'imagine que sur Mars, par exemple, l'air est raréfié, donc il faut des grandes cages thoraciques pour absorber plus d'air et avoir plus d'oxygène. Les oreilles sont plus déployées comme des oreilles de félin, un petit peu, puisque l'air est plus ténu, donc il faut entendre des sons plus lointains. Au XIXe siècle, avec l'observation de Mars, d'un seul coup, cette vie, on la voit? On commence à deviner dans certaines observations des figures étranges. Alors on invente une théorie incroyable que la planète Mars a perdu son eau et que ce sont des populations qui font venir l'eau dans des canaux creusés depuis les régions polaires jusque dans les régions équatoriales pour pouvoir irriguer la totalité de la planète. On observe des canaux sur Mars. Ce qui est fantastique, c'est que tout le monde les voit. Et si on se remet dans un contexte historique, fin du XIXe siècle, c'est exactement le moment où sur Terre, on creuse des canaux absolument partout. Le canal de Suez, le canal de Panama, le canal de Corinthe. Quelqu'un a dit un jour « je ne vois que ce que je crois », pour détourner le fameux proverbe. Et c'est un petit peu le cas. Et heureusement, les moyens d'observation vont s'améliorer encore. Et on arrive à voir que ces canaux, c'était en fait une illusion d'optique due à la nature un petit peu particulière du terrain martien vu depuis la Terre dans les télescopes. En 1909, Eugène Antoniadi met un terme à cette fantasmagorie des mondes habités. Avec la lunette de 81 cm de l'Observatoire de Meudon, il démontre de façon définitive qu'il n'y a pas de canaux sur Mars. L'image superbe qu'il obtient révèle une planète rouge couverte d'une multitude de taches irrégulières. Rien d'artificiel. Bon, je veux bien entendre qu'on se pose des questions sur la forme des Martiens, mais il n'y a rien de vivant ou de fantasmatiquement vivant qu'on peut voir l'œil à l'oculaire sur une planète. On est dans l'imaginaire complètement là. Je ne dirais pas l'imaginaire. Il y a des tas de phénomènes célestes qu'on n'a jamais observés, qu'on peut déduire de l'observation. Et donc c'est plutôt une méthodologie scientifique, je dirais. Alors évidemment, on ne les a pas vus, mais on n'a jamais vu non plus le noyau terrestre. Et pourtant, vous avez des ouvrages entiers sur le noyau de la Terre. Hein, vous voyez, c'est une démarche scientifique que de voir l'invisible. C'est la fonction de l'astronomie pour l'essentiel. Et donc on se positionne complètement dans cette problématique-là. Alors le chercheur ici et la lunette principale ici. Ah, c'est parfaitement centré déjà. La mise au point. Ah, c'est magnifique.
200 ans après avoir réalisé la carte de France, les astronomes de l'Observatoire de Paris allaient dresser la carte du ciel. Jérôme Lamy me raconte l'incroyable aventure lancée en 1887 par le directeur de l'époque. 18 observatoires à travers le monde allaient utiliser pour la première fois la photographie pour cartographier la voûte céleste. Tous les points visibles sur les négatifs, planètes, astéroïdes ou étoiles, allaient être référencés. Alors il faut imaginer au foyer de cet instrument une plaque photographique qu'on installe ici. On suit le champ qu'on va observer avec cette lunette-là. Ah, d'accord. Et du coup, on a alors une transformation assez importante parce que l'astronome ne va plus être celui qui observe directement. C'est remplacé par la plaque photographique. Et ça, c'est une vraie révolution. On peut voir ces plaques criblées d'étoiles. Il y a des centaines et des centaines d'étoiles. Pour chaque observatoire, il faut imaginer environ 10 000 plaques photographiques de prise, sachant que certaines étaient redondantes, évidemment. Oui, parce que pour réussir la photographie du ciel entier, je vois à peu près comment ça peut se passer. Il faut faire une mosaïque et donc les plaques se recoupent les unes les autres, c'est ça? C'est un véritable puzzle astronomique qu'ont reconstitué les astronomes de cette époque. Après avoir développé les plaques photographiques, le plus gros du travail restait à accomplir. Et ce rôle méticuleux fut confié pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie à des femmes que l'on appela aussitôt les Dames de la carte du ciel. Un vrai titre de roman. Il y avait deux groupes de femmes. Il y avait celles qui regardaient sur les machines à mesurer les plaques et ensuite il y avait celles qui réduisaient les coordonnées des étoiles pour un système standard de coordonnées. Coordonnées célestes, encore une fois, longitude, latitude. Voilà, mais pour que tous les astronomes du monde sachent de quoi on parle quand ils avaient les données de tel ou tel observatoire. Mais j'ai du mal à comprendre comment elles pouvaient se repérer sur ces plaques. Il y a des étoiles partout. Alors, on mettait un quadrillage sur les étoiles de manière à ce qu'elles puissent se repérer. Et elles prenaient le premier repère d'une étoile et ensuite, par adjonction, elles suivaient les étoiles. Elles arrivaient comme ça à reprendre toutes les coordonnées de toutes les étoiles. Donc, petit carré par petit carré sur la photo. Petit carré par petit carré. On estime à peu près que les dames de la carte du ciel de l'Observatoire de Paris pouvaient traiter 30 000 étoiles en un an. Et cette aventure absolument pharaonique, elle s'achève comment? Elle s'achève en 1970. Oula, c'est récent. C'est assez récent, c'est à Brighton. Il y a le congrès de l'Union astronomique internationale qui, devant l'ampleur des travaux qui restent à accomplir, l'ampleur des calculs qui restent à faire, décide d'arrêter le projet de carte du ciel. 20 ans plus tard, en 1989, l'Agence spatiale européenne lance le satellite Hipparcos qui, en 4 années d'observation, recensa 2,5 millions d'étoiles dans notre galaxie, jusqu'à 500 années-lumière, avec une précision bien plus grande que la première carte du ciel. Ça veut dire que la carte du ciel, elle a servi à rien? Alors non, elle n'a pas servi à rien parce que l'intérêt de la carte du ciel, c'est qu'on disposait de l'état du ciel un siècle avant Hipparcos. Et donc on a pu faire des comparaisons pour voir le déplacement des étoiles, pour voir le déplacement des astres. Donc c'était un formidable objet de comparaison et il a cessé à ce moment-là d'être un objet patrimonial poussiéreux pour devenir un centre d'intérêt scientifique. Les instruments de mesure se succèdent de plus en plus rapidement. Le satellite Gaïa va recenser 1 milliard d'étoiles jusqu'aux confins de notre galaxie, en mesurant leur position, leur mouvement, leur éclat. La Voie lactée, qui n'est pour nous qu'une toile de fond, va prendre un tout autre relief. Gaïa va la cartographier en 3 dimensions et permettre de reconstituer son histoire. Jusqu'à ce qu'un autre satellite, une autre machine construite par l'homme, tente de repousser les limites de cette quête infinie. Voir toujours plus loin pour comprendre un peu plus cet univers qui nous dépasse.